L'aile gauche est tombée à découvert dans la vallée juste là, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. D'accord. Ouais. Oui, monsieur. Garth est archéologue de profession. Il nous aidera à examiner les ruines. Nous avons besoin de son aide pour tirer le maximum de nos recherches. C'est un pro et pour cette tâche, il est la personne idéale. C'est ici que l'aile gauche s'est détachée. Elle a été ravagée par l'incendie du moteur. L'avion a donc perdu une aile, et je devine que le poids de l'autre moteur, en fonction de la trajectoire, a dû entraîner l'appareil par ici. Puis, il a glissé un peu par là, à l'image d'un boomerang. Le lieu d'écrasement est juste là, dans ces arbres. À environ 2h20 dans la nuit, l'avion est arrivé en direction nord-nord-est et s'est écrasé le long du cours d'eau Gobble Creek. Le champ de débris pourrait s'étendre sur 300 mètres autour du point central. Ce B-25 transportait des scories d'origine obscure provenant de l'île Maury. C'est ce qui fait le lien. Si rien ne s'était passé à l'île Maury, s'il n'y avait eu aucun incident, pourquoi ces officiers auraient-ils perdu leur temps à transporter des scories à bord de leur B-25? Dans les semaines suivant l'écrasement, près de 300 bénévoles ont retiré la plus grande partie des débris dans le cadre d'une opération militaire. Le plus intriguant dans cette affaire, ce sont les circonstances entourant l'écrasement qui ont été rapportées par la presse. Selon le Kelsonian Tribune, le périmètre érigé par les officiers de l'armée autour du site d'écrasement et le fait qu'ils empêchaient les gens de prendre des photos laissaient supposer que l'avion transportait un chargement secret. Pourrait-on trouver des preuves après tout ce temps? Se pourrait-il qu'un bris mécanique soit à l'origine de l'accident? Bien sûr. Mais il est connu que le bombardier B-25 Mitchell est un appareil très difficile à manœuvrer. Il faut aussi considérer d'autres faits. Que transportait l'avion? Quelle était la nature des matières qui se trouvaient à bord? Chaque facteur compte pour déterminer la cause de l'écrasement. L'équipe entreprend ses recherches sur le lieu d'écrasement, mais se heurte à de nombreux obstacles. Garth, est-ce qu'on y est? On arrive. L'accident s'est produit il y a 60 ans. Voyez le petit ravin là-bas? C'est là que l'impact a eu lieu. Et le site d'écrasement se trouve dans une région sauvage de l'État de Washington, où la végétation est très dense et pousse très rapidement. C'est ici que l'avion s'est écrasé, dans ce petit ravin. Comme s'il s'était logé dans un gant de baseball. De plus, les grandes quantités d'eau souterraine rendent le sol instable, et il est possible que les débris s'y soient enfoncés. Voici le point central. Ici même? Oui, où nous avons trouvé la majeure partie des matières et qui a fait l'objet des rapports. Incroyable. C'est le foyer, ou si vous voulez, le centroïde. Cette pièce était peut-être le cadre sur lequel le moteur était suspendu, ou la cage de protection du nez. C'est de l'aluminium d'avionnerie. La structure est faite d'un métal ferreux, comme l'acier, ce qui est inhabituel pour la plupart des pièces d'un aéronef. C'est un point chaud ici. Il y a beaucoup de débris sous nos pieds. Nous avons trouvé des matériaux provenant certainement d'un avion de classe B. Il n'en reste pas grand-chose, mais l'épave est bien ici. C'est bien un aéronef. Il y a de bonnes quantités d'aluminium d'avionnerie ici. On voit les stabilisateurs, la barre de couple et ce clignotant qui doit être un indicateur de surchauffe. Le refroidisseur. Oui, une sorte de témoin de surchauffe. Juste sous nos pieds se trouvent peut-être des preuves matérielles de l'existence d'un ovni. Si l'avion transportait des matières étranges, alors, avec l'impact de l'écrasement, la fusion du métal et la chaleur, les propriétés de ces matières auraient pu être transférées à la cellule. Les Trace Evidence Recovery Guidelines du ministère de la Justice des États-Unis indiquent que d'après le principe de Locard, lorsque deux objets entrent en contact, il se produit toujours un transfert de matière. Si nous pouvions trouver tout près du foyer de l'incendie des scories qui auraient pu provenir de l'OVNI et déclencher cet incendie, nous aurions la preuve qu'il y avait bien des débris de l'OVNI à bord. L'équipe trace une grille circulaire à partir du point central désigné par Garth. Puisque les lois environnementales interdisent de creuser le sol, il marque les points d'intérêt au moyen de balises.
Il en ressortira peut-être une certaine tendance. J'aimerais surtout savoir ce que cet avion transportait de si important pour justifier les fouilles approfondies faites par tout ce personnel militaire. Hé les gars, venez voir ça, j'ai trouvé du caoutchouc. Est-ce que c'est encore de l'isolant ou bien un pneu? Au laboratoire de Los Angeles, on vérifiera si ces échantillons comportent des anomalies. J'ai pris quelques échantillons de terre. Génial. Celui-ci provient du point d'écrasement principal. Super. Et celui-ci vient de la rive, à 2 mètres de l'endroit où le moteur est tombé. Génial. Merci. Nous avons de l'équipement qui n'existait pas en 1947. Même si l'armée a envoyé 300 personnes pour ratisser le secteur, la technologie n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui. Nos détecteurs de métal sont beaucoup plus sensibles et nous disposons de géoradars capables de pénétrer le sol. Et puis nous avons Garth, qui a soigneusement planifié nos recherches. Le géoradar peut sonder le sol à une profondeur d'environ 7 mètres. Le système envoie et reçoit des signaux pour ensuite composer une image souterraine en 3 dimensions. Rob Shaw, un spécialiste de la société GeoRadar Imaging, manœuvre le radar qui permettra de voir ce qui se cache dans le sous-sol de la forêt. L'équipe se demande si les débris de l'OVNI auraient pu être brûlants au point de s'enfoncer dans la terre, hors de la zone de portée des détecteurs de métal. Une fois que vous avez recueilli les données et que vous les avez stockées sur le disque dur, que se passe-t-il? Après avoir sondé, on obtient 2 fichiers que le système entrelace pour former un cube en 3 dimensions. Le géoradar sonde chaque section 2 fois, en modifiant légèrement l'angle à chacune des étapes. Par la suite, le programme fusionne les 2 images en une représentation 3D de ce qui se trouve sous la surface. Tandis que Rob poursuit son examen du sous-sol, l'équipe ramasse des morceaux du B-25. Les données récoltées par le GPR, qu'on appelle aussi géoradar, sont peu probantes. En fait, le terrain irrégulier rend très difficile le maniement de l'appareil. En plus, le sol est sursaturé d'eau. On ne peut donc pas obtenir toutes les données voulues. Malheureusement, cette analyse ne s'est pas du tout avérée concluante. Pendant que l'équipe poursuit ses recherches dans le secteur, elle reçoit un visiteur. Allô? Hé, êtes-vous Pat? Barry Fisher est le petit-neveu du pilote de la force aérienne Frank Brown, l'une des victimes de l'écrasement du B-25. Heureux de vous rencontrer. Merci d'être venu. Je vous ai apporté quelques-uns des documents dont nous avions parlé au téléphone. Oh, fantastique. Et aussi quelques photos. Regardez. Alors, c'est lui, votre oncle? C'est mon grand-oncle. Grand-oncle? Frank Brown. Au cours de ses recherches sur l'incident, il a fait une découverte intrigante. C'est quoi ce petit article? C'est quelque chose que je viens de trouver il y a quelques jours. Je ne suis pas sûr de sa provenance, mais il y a sa carte d'identification militaire, juste ici. Ce qui est étrange, c'est qu'ils disent que même s'il portait le titre de second lieutenant au sein des services de renseignement, il était en réalité un agent du contre-espionnage. Intéressant. Mais Barry fait une déclaration encore plus surprenante. Lorsque son corps a été retrouvé, ils ont donné sa carte d'identification militaire à un dénommé Kenneth Arnold. J'aurais pensé qu'il l'aurait plutôt remise à l'armée ou à un membre de la famille. Kenneth Arnold est un des premiers à avoir aperçu des ovnis au-dessus du mont Rainier. Mais ça n'explique pas pourquoi on lui a remis à lui la plaque d'identité. Harold Dahl aperçoit des disques volants à l'île Maury le 21 juin 1940.